Bonjour chère lumière, comment allez-vous? Je suis Véronique alias Verity et je vous accompagne de nouveau pour la suite de ce fabuleux voyage dans l'âge d'or de l'Atlantide. J'étais impatiente de vous retrouver pour continuer de vous faire découvrir cette merveilleuse époque ensemble. J'ajoute que j'ai adoré faire la partie 1 de cette vidéo, comme toutes les autres d'ailleurs, mais celle-ci, c'est un grand chapitre et je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous, donc c'est génial. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos lumineux commentaires du cœur que vous avez écrits suite au visionnage de la partie 1 et c'était vraiment super de vous lire. C'était très émouvant, encore merci pour vos partages. Alors si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite bien entendu à la regarder pour vous permettre de situer le contexte de cet âge d'or Atlante avec tous ces éléments, mais si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude les amis. Vous pouvez commencer par la partie 2, ça marche aussi. Et sans plus attendre, nous franchissons maintenant les portes du temps pour la suite de notre merveilleuse exploration. Dans la première partie, nous avions vu la date approximative où l'âge d'or se serait déroulé, environ entre 27 000 à 30 000 ans par rapport à notre époque. Alors comme vous le savez, c'est toujours complexe d'évoquer la temporalité et c'est pour cela que je reste prudente. Et justement, je voulais vous apporter une précision intéressante par rapport à la date mentionnée dans le livre de Diana Cooper, Discover Atlantis. Diana Cooper situerait cet âge d'or aux alentours de 20 000 ans par rapport à notre époque. Alors oui, vous me direz, ça fait un écart de presque 10 000 ans pour les dates si on les compare, mais sachant qu'ensuite il y aurait eu le début d'un grand conflit il y a 25 000 ans avec la Lémurie, ça pose question. Et ce grand conflit est d'ailleurs rapporté dans le livre Télos, Révélation de la Nouvelle Lémurie d'Aurelia Louise-Jones, où donc une lémurienne du nom de Charuladux, qui vivait dans la cité intérieure de Télos en 5e dimension avant de venir y vivre à la surface, explique que des guerres incessantes et thermonucléaires auraient eu lieu il y a 25 000 ans, et au final pour conduire l'Atlantide et la Lémurie à leur triste engloutissement quelques 13 000 ans plus tard. Ainsi, je me suis posé cette question, mais alors, quelle date possible? Et dans mon cœur, j'ai ressenti que ça ne pouvait pas être plus tard que celle d'au moins 27 000 ans, justement à cause de ces événements de grande importance par la suite. Voilà, je voulais vous partager ici mon simple positionnement sur cette histoire de date et je sais que vous prendrez ce qui résonne en vous. À présent, j'avais une petite question pour vous. Avez-vous une idée de combien de temps aurait duré cet âge d'or? Ah, ce n'est pas une question piège, rassurez-vous. Alors ici, je suis pratiquement raccord avec Madame Cooper. 1500 ans pour elle et 1575 ans pour ma part. Quant à la durée totale d'existence de l'Atlantide, je n'ai pas la réponse, mais Diana Cooper parle d'un temps de 240 000 ans environ, avec 5 destructions qui s'échelonnèrent. C'est ce que mentionne aussi Edgar Cayce dans ses lectures de vie. Alors lui parle plutôt de 3 destructions, il me semble, dont la dernière serait celle il y a 10 500 ans, avec la submersion de la dernière île restante, Poséidonis. Voilà pour ces quelques éléments autour de la temporalité et qui, j'espère, vous auront apporté certains éclairages. Et maintenant, chère lumière, intéressons-nous à nos amis les animaux qui vivaient en Atlantide. Alors en général, les Atlantes étaient végétariens, voire plutôt végétaliens, particulièrement à cette époque d'âge d'or. Donc, il n'y avait pas de consommation de viande, ni de poissons, pas d'élevage d'animaux non plus comme on l'entend. Le sol atlante était très riche, avec des conditions climatiques agréables, ainsi, cela aurait apporté une faune et une flore très épanouies. Les animaux vivaient beaucoup au contact de la vie atlante, mais étaient aussi complètement libres, et ils avaient de grands espaces pour eux dans la nature afin de se développer et d'évoluer tranquillement. La communication était la télépathie et elle était très développée, notamment avec les dauphins, car les Atlantes savaient que ces grands êtres marins avaient une sagesse ancienne venant de l'étoile de Sirius.
D'ailleurs, les Atlantes apprenaient à leur contact à nager avec eux. C'était très ludique et lumineux. Il y avait de grands oiseaux avec une taille dépassant largement nos condors des Andes. Voyez cette illustration pour vous donner une idée de ce à quoi ils pouvaient ressembler. Cet oiseau présenté ici existe vraiment. C'est le grand touraco bleu qui vit en Afrique équatoriale. Mais il ne mesure que 65 à 75 cm de haut. Les oiseaux dont je vous parle étaient gigantesques et particuliers car il y avait aussi un lien télépathique bien développé avec les Atlantes. En effet, il arrivait que les Atlantes montent sur le dos de ces êtres pour se déplacer. Alors essayez d'imaginer leur taille. Ces grands oiseaux étaient très doux et considérés un peu comme des familiers pour les Atlantes. Ah, ce lien du cœur avec nos amis les animaux, n'est-ce pas merveilleux? Merci à eux. Alors maintenant, je vais évoquer les maisons des Atlantes dans les grandes lignes. Ce seraient en général des constructions plutôt circulaires avec plusieurs extensions et harmonisées complètement avec la géométrie sacrée de la nature. Il pouvait y avoir des formes carrées aux angles arrondis, mais la forme en courbe était ce qui convenait le mieux pour être alignée avec la terre. La couleur des maisons était blanche ou dans de la pierre orange et jaune. Il y avait des fenêtres en forme d'arcade au mur, composées de sortes de vitraux au ton doux. Voici quelques idées de formes possibles pour vous inspirer. Alors à l'intérieur, c'était très lumineux et il y avait des cristaux pour l'énergie et le fonctionnement du foyer. Il pouvait y avoir aussi des tables dans une matière transparente mais pas en cristal. Les Atlantes avaient besoin d'espace et d'intimité dans leur maison et donc chacun avait sa pièce respective pour méditer. Je souhaiterais ajouter un petit mot sur la symbolique du soleil dans cet âge d'or. Le soleil jouait un rôle très important en tant que lumière divine pour les Atlantes. Il y aurait eu des places où vivaient de grands arbres de vie avec une grande aura énergétique et où les gens se rassemblaient pour célébrer le soleil en tant que divinité, mais entendu plutôt dans le sens de miroir de notre lumière divine intérieure. Le précieux astre chaleureux était aussi représenté en symbole décoratif au sol sous forme de mandala dans les temples. Justement, parlons à présent des temples dans cet âge d'or. C'était un peu comme des cathédrales au sens sacré, de grands lieux énergétiques, de ressourcement, de rajeunissement, pour célébrer la lumière, la source divine, servir de méditation pour l'entre-deux-vie, communiquer avec la terre-mère aussi. On y trouverait également des temples consacrés à l'amour divin, où on enseignait l'équilibre dans le couple et aussi comment rayonner l'amour envers soi et pour toute forme de vie. De grandes flammes divines résidaient dans certains temples spécifiques au nombre de 12, reliés aux rayons sacrés divins. Leurs bienfaits lumineux étaient multiples et s'opéraient dans différents domaines. Les plus utilisés de ces flammes étaient pour renforcer la foi et la volonté de son être divin à travers la flamme bleue de la volonté divine, augmenter sa sagesse, la connaissance, l'intégration de l'esprit divin à travers la flamme jaune d'illumination et de sagesse, augmenter son amour inconditionnel, la compassion, la vraie fraternité à travers la flamme rose de l'amour cosmique, se purifier, s'unir à la conscience divine à travers la flamme blanche d'ascension, se guérir à tout niveau, créer par la manifestation, favoriser la prospérité et l'abondance à travers la flamme verte de guérison. Appliquer l'amour christique, renforcer le service aux autres à travers la flamme de résurrection et de vie. Et enfin, appliquer la science de l'alchimie véritable et utiliser les lois de transmutation et de transformation à travers la flamme violette de transmutation.
Alors bien que les Atlantes de l'âge d'or vivaient avec une conscience de 5e dimension, le fait d'aller dans ces temples pour se purifier et se guérir permettait de réajuster les quelques pensées ou troubles qui pouvaient parfois naître, et les prêtres chargés de ces guérisons complètes possédaient une science et une sagesse extraordinaires. J'ajoute une petite parenthèse de Diana Cooper dans son livre au sujet des chats. Elle explique que chaque temple avait un chat noir. Grâce à ses facultés psychiques, nos amis félins pouvaient ajuster la guérison par les cristaux, car ils pouvaient lire les auras des gens et voir dans leur corps subtil. Alors on peut se demander, bien plus tard dans notre histoire, pourquoi ces pauvres chats noirs ont été rangés dans la catégorie porte-malheur. Peut-on y voir une fausse croyance religieuse répandue au Moyen-Âge par ignorance, ou bien justement une peur en connaissance de cause, car les chats connaissent le monde éthérique et peuvent voir qui on est vraiment? Eh bien, je vous laisse méditer sur ces questions. Après cette petite digression, revenons à la guérison dans nos temples atlantes. Alors cette guérison se serait opérée de façon holistique en prenant en compte le corps physique, mental, émotionnel et éthérique. Madame Cooper, dans son livre Discover Atlantis, nous explique qu'il y aurait eu des chambres de cristal pour la guérison et également des chambres de rêve afin d'aller chercher justement dans ces derniers les causes possibles des problèmes. Il y avait des prêtres ou prêtresses formés pour s'occuper de l'origine des troubles et des guérisseurs spécifiques qui appliquaient le soin approprié aux personnes. Chaque Atlante était désireux de se réaligner avec son cœur. S'il arrivait des cas rares plus sérieux, les individus acceptaient de se faire hypnotiser. À ce moment-là, pendant que la personne était sous hypnose, le prêtre regardait où se situait le problème et les guérisseurs envoyaient ensuite de l'énergie dans le corps physique et les corps subtils vers l'endroit à guérir. Cela pouvait comprendre une réharmonisation des chakras par exemple. Pour se guérir, les Atlantes utiliseraient les cristaux, les sons, mais aussi les couleurs et la lumière sous forme de laser. Grâce à leur capacité psychique très développée et leur conscience de 5e dimension, ils auraient eu la possibilité de se régénérer et donc de faire repousser des membres de leur corps. Les chambres de guérison seraient construites avec différents types de cristaux. Par exemple, pour soigner la dépression, elles étaient composées d'améthystes qui purifiaient le mental et remontaient le moral. Bien que les cas de dépression à l'âge d'or n'existeraient pas vraiment, mais par contre, dès la fin de cette belle époque, oui, je pense que les soins pour dépression ont dû augmenter un petit peu. Diana Cooper, dans son livre, explique que les personnes malades étaient dans une sorte de caisson de sommeil, puis les rêves étaient analysés et les Atlantes recevaient les soins requis après le diagnostic établi. On pourrait penser aussi à de la chirurgie psychique pratiquée par les prêtres et guérisseurs. Alors, chère lumière, que pensez-vous de la méthode de guérison atlante? N'auriez-vous pas envie de l'essayer? Dans nos rêves pour le moment, et par des soins apportés par certains thérapeutes. On s'en approche un peu plus maintenant, en redécouvrant tout cela petit à petit. Heureusement, il était temps. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie, mais la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore fini. Et oui, je vous retrouve très bientôt pour la 3e et dernière partie vidéo de notre merveilleux voyage ensemble dans l'âge d'or de l'Atlantide et qui sera axé cette fois-ci sur la spiritualité et la rencontre avec des êtres très lumineux. En attendant, je vous remercie infiniment de votre écoute, d'avoir continué de voyager ensemble. J'espère que cela vous a plu de nouveau et vous a apporté beaucoup de bien, d'amour, de joie et de reconnexion du cœur avec cette divine époque. Salutations du cœur à tous.